Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. Moi, je suis médecin infectiologue à l'hôpital Erasme et donc je vais vous parler d'une histoire qu'on a eue l'année passée dans notre hôpital. Il s'agit d'une femme de 28 ans qui s'est présentée aux urgences pour des céphalées qui évoluaient depuis plusieurs semaines, voire presque 2 mois, avec des nausées et une aphasie modérée. Elle ne savait pas exactement sortir les mots qu'elle voulait, mais elle comprenait vraiment tout. L'examen clinique était tout à fait presque banal, on va dire. Elle avait juste une parésie au niveau de sa main droite. La prise de sang était sans grande particularité. Il faut juste savoir que c'est une patiente qui avait comme antécédent de santé une myasthénie, une embolie pulmonaire et une allergie à la pénicilline. Pour sa myasthénie, elle avait un traitement immunosuppresseur par Imuran et Medrol à des hautes doses. Et donc, la première chose qu'on a faite devant ce tableau, c'est faire une imagerie qui a montré cette image qui, je pense, parle d'elle-même. Et donc, ce qu'on voit, c'est un abcès lobulé de très grande taille, très grande taille, avec énormément d'édème autour. Donc, tout le blanc que vous voyez autour de cet abcès est vraiment un édème cérébral massif, donc qui explique les plaintes de la patiente. L'attitude a été de faire une ponction, aspiration de cette lésion, qui a montré effectivement un liquide qui était purulent. Et la culture a montré de la nocardia farcinica, avec un antibiogramme qui était a priori sensible. La patiente a donc été traitée par antibiotiques. D'abord, elle a eu une combinaison selon les guidelines avec du Bactrim haute dose et de l'imipenem. Et puis finalement, on a changé l'imipenem en ceftriaxone suite à une allergie cutanée. Et puis, après un traitement d'attaque de plusieurs semaines, on a passé en Bactrim Peros. Et puis, l'évolution a été tout à fait favorable. Ça, c'est l'image, la dernière image de la patiente au mois de décembre, donc 9 mois après son traitement. Comme vous voyez, voilà, l'abcès évolue favorablement. Et alors, on s'attend, j'expliquerai plus tard dans la présentation, les aspects plutôt généraux sur l'anocardia. Donc, pour nous, c'est une excellente évolution, puisqu'on ne s'attend pas à que la lésion disparaisse avant 1 an de traitement. Alors, ici, une petite image d'Edmond Nocard, qui est un vétérinaire français qui a découvert le pathogène. Et pour passer plutôt du côté de la microbiologie, je vais donner la parole maintenant à Salomé, qui va continuer la présentation. Bonjour, donc maintenant je vais aborder la prise en charge du genre nocardia au laboratoire. Étant un germe quand même rarement rencontré, c'est toujours intéressant de rappeler comment le prendre en charge correctement. Donc, dans cette présentation, nous allons aborder les généralités et puis on va suivre le flux du laboratoire, c'est-à-dire parler de l'examen direct, de la culture, de l'identification et puis de l'antibiogramme. Au niveau des généralités, donc le genre nocardia, il faut savoir qu'il compte plus de 100 espèces différentes, dont 50% ont été identifiées dans des infections chez l'homme. Les espèces les plus impliquées en Europe sont, dans le cadre des nocardioses invasives, Nocardia nova et Farcinica, et dans le cadre des nocardioses cutanées ou oculaires, Brasiliensis et Abscessus. Alors, au niveau des caractéristiques globales, ça appartient au groupe des actinomycètes. C'est une bacille gram-positive qui est aérobie stricte. Les réservoirs sont l'eau douce, l'eau salée, les poussières, la végétation en décomposition. On comprend donc que c'est une bactérie qui est ubiquitaire de l'environnement. Au niveau des modes de contamination, on retrouve l'inhalation de poussières contaminées et la mise en contact d'une blessure avec des éléments de l'environnement contaminé. Au niveau de l'incidence, c'est une pathologie très rare. En fait, elle est tellement rare qu'on n'a pas réussi à effectuer une incidence claire. En Belgique, on n'a pas du tout de chiffres. Et en France, l'Observatoire français des nocardioses rapporte plus ou moins 200 cas par an. Ensuite, nous passons à l'examen direct. Donc, l'examen direct s'obtient par une coloration de grammes. Et on peut observer sur cette image que ce sont des bacilles qui sont très longs et très fins. Ce qui est très spécifique des nocardias, c'est qu'on va avoir des ramifications qui vont créer comme des espèces d'angles.
Et on a aussi une coloration tigrée. Donc, il y a des zones qui vont être décolorées et qui vont s'afficher comme des grammes négatifs. La décoloration peut être plus ou moins forte et orientée faussement vers des grammes négatifs. L'autre attrape qu'on peut avoir au niveau de l'examen direct, c'est que ce sont des filaments très fragiles et ils peuvent se casser et on peut observer des tout petits bouts de filaments qui ressemblent à des coques gram-positifs. Au niveau de la culture, il faut savoir que la nocardia pousse sur des milieux de culture classiques, donc Columbia au sang et Polyvitex, mais pour les échantillons non stériles, comme les échantillons respiratoires, la croissance d'autres bactéries peut inhiber la croissance de la nocardia, donc des milieux sélectifs comme le milieu GVPC doivent être favorisés. Au niveau de l'incubation, c'est là qu'on peut rater des germes, car, comme on l'a dit tout à l'heure, le genre nocardia contient plus de 100 espèces et elles n'ont pas toutes les mêmes durées d'incubation. Pour Farcinica, par exemple, on va avoir une incubation qui va tourner entre 48 et 72 heures, alors que pour certaines espèces, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. D'où l'intérêt, lorsqu'on a une suspicion clinique, d'être très vigilant au milieu choisi et au temps d'incubation pour éviter la présence de faux négatifs. Au niveau de l'aspect des colonies, on retrouve des colonies quand même assez spécifiques, donc en chou-fleur et avec un aspect quand même fort poudreux et vraiment qui vont s'incruster au niveau de la gélose. Au niveau des méthodes d'identification, donc on a 2 méthodes d'identification principales au laboratoire, donc par Malditoff MS. Les avantages, c'est que c'est rapide, peu coûteux et ça fonctionne très bien pour l'identification du genre. Par contre, au niveau de l'identification de l'espèce, vu que c'est un germe peu fréquent qui contient beaucoup d'espèces différentes, la base de données est limitée, les espèces proches sont mal discriminées et autre point, c'est qu'on a une identification obligatoire après culture, donc sur colonie. Au niveau de la biologie moléculaire, on peut effectuer une identification par PCR ARN16S, donc ça permet de différencier la majorité des espèces et ça permet également une identification directe sur le prélèvement sans passer par l'étape de culture. Par contre, c'est plus coûteux et moins rapide. Donc, comme on l'a dit, les espèces sont mal discriminées. Donc, il est très important, lorsqu'on identifie une espèce au laboratoire, de vérifier que le score est bien supérieur à 2 et que les 10 premiers taxons donnent des espèces identiques. Dans le cas contraire, un contrôle de l'identification par PCR est indispensable, surtout que, comme on voit ici, en fonction de l'espèce, on a des grandes variations du profil de résistance aux antibiotiques. Donc, dans le tableau ici, on a décrit les principales espèces pathogènes de nocardia et on voit que le Bactrim et le linezolide sont globalement sensibles pour la majorité, mais que pour les autres espèces, les profils diffèrent fortement en fonction des antibiotiques. Alors, au niveau de la réalisation d'antibiogrammes, on a 2 méthodes principales. Donc, la méthode de référence, c'est la CMI par microdilution en milieu liquide. Mais c'est une méthode qui demande quand même beaucoup de matériel, du personnel formé, qui a un certain coût. Du coup, dans la majorité des laboratoires, la méthode qui est utilisée, c'est une CMI par diffusion sur gélose à partir d'e-test. En Belgique, c'est la seule méthode qui est pratiquée. Par contre, la microdilution en milieu liquide, c'est la seule méthode standardisée et validée. Du coup, les méthodes par e-test ne sont pas effectuées pareil au sein de tous les laboratoires et ne sont pas clairement validées comme méthode par le CLSI. Au niveau de la concordance des résultats entre ces 2 méthodes, on a peu d'études et qui sont parfois contradictoires. Ambaye et Hall décrivent des accords globaux entre les 2 études, alors que Lohmann et Hall donnent des discordances non négligeables. En plus de ça, au niveau des antibiogrammes, on a des inconvénients inhérents au genre nocardia, c'est-à-dire que les colonies ont tendance à s'agréger et du coup, on a une imprécision lorsqu'on fait l'inoculum bactérien. La croissance est lente et variable en fonction des espèces et donc une interprétation d'une absence de pousse peut mener à interpréter l'antibiogramme comme sensible alors que juste la bactérie n'a pas eu le temps de pousser. C'est pour ça que dans le cas des nocardia, il est toujours préférable de ne pas rendre un antibiogramme définitif avant 72 heures d'incubation. Et c'est un germe peu fréquemment rencontré et du coup, on manque d'expertise et de formation au niveau du personnel, surtout qu'il n'y a pas de centre national de référence pour les nocardioses en Belgique. Donc, tous ces éléments combinés justifient l'importance d'une identification correcte. Donc, dès qu'il y a un doute, une vérification par PCR est nécessaire. Et lorsqu'on a une discordance entre l'antibiogramme rendu et la sensibilité attendue de l'espèce, un contrôle est à effectuer par le laboratoire et il faut également le confronter à la réponse clinique. Je vais laisser Eva reprendre la présentation.
ici, je vais reprendre en quelques lignes voilà, les présentations cliniques des nocardioses de manière générale, et puis je vais juste m'attarder après sur l'aspect cérébral avant de conclure cette présentation. Donc, comme ça a déjà été dit, c'est un pathogène opportuniste qui va surtout créer des infections chez les patients immunodéprimés, dont la mortalité peut aller jusqu'à 50% selon les séries. Donc, c'est une maladie qui est rare, mais ça reste quand même grave. Et on a l'impression sur les dernières études, sur les dernières publications qui ont été faites, en tout cas au niveau de l'Europe, que l'incidence est croissante, probablement d'une part parce qu'on a des meilleures analyses au niveau de laboratoire, mais aussi parce que la population immunodéprimée est aussi en croissance avec tous les nouveaux traitements immunosuppresseurs pour énormément de maladies. Alors, la présentation clinique est essentiellement soit par inhalation, les patients peuvent faire des pneumonies, et puis ça peut aller dans le sang. Et comme c'est une bactérie qui peut échapper à la phagocytose, ça va facilement créer des abcès, notamment au niveau du cerveau, mais parfois aussi au niveau du foie. Et dans les maladies disséminées, moi, j'ai jamais rencontré en clinique de maladies excessivement disséminées avec des abcès partout, mais c'est décrit dans la littérature. Et sinon, une autre forme clinique, c'est la présentation cutanée avec une inoculation directe par traumatisme, avec parfois des cas de lymphadémie qui sont décrits également. Alors, les antibiotiques qui ont déjà démontré une certaine activité contre l'espèce nocardia ont déjà été cités tout à l'heure par Salomé, mais c'est essentiellement le cotrimoxazole, donc le Bactrim, la ceftriaxone, imipenem meronem, amikacine, minocycline, quelques quinolones, l'ormentin et le linezolide. Ça, c'est les espèces principales. Alors, concernant les abcès cérébraux, c'est souvent un abcès isolé. Parfois, on peut avoir plusieurs abcès. Parfois, on peut avoir une méningite ou une ventriculite associée. Moi, je pense qu'il faut y penser en cas de patients immunodéprimés. Les espèces, plusieurs espèces peuvent donner ce genre de présentation, mais sur les derniers rapports, c'est surtout la nocardia farcinica qui semble être la plus pourvoyeuse d'abcès cérébral. Le traitement au niveau des abcès cérébraux, donc c'est parfois il faut considérer un drainage chirurgical. En tout cas, il y a souvent une ponction aspiration afin de pouvoir poser le diagnostic. Le traitement antibiotique doit comprendre, comme vous l'avez compris au préalable, du Bactrim associé à une autre molécule. La plupart du temps, on choisit l'imipenem ou le meronem, étant donné que la ceftriaxone peut parfois être résistante quand il s'agit d'une nocardia farcinica, plus ou moins avec de l'amicacine. C'est des traitements qui sont très longs. Parfois, il faut faire des associations et parfois, on va jusqu'à 1 an de traitement. Donc, d'où l'importance d'avoir un diagnostic précis, un antibiogramme clair, parce qu'on doit quand même imposer un long traitement aux patients. Pour revenir à notre patiente initiale, donc, elle a eu une combinaison initiale par Bactrim imipenem, puis elle a malheureusement développé une réaction cutanée sur l'imipenem. Donc, on a fait Bactrim ceftriaxone. On a dû vérifier la sensibilité de la ceftriaxone à plusieurs reprises avec Salomé au laboratoire. Puis, de toute façon, l'évolution était favorable, donc on s'était dit, on y va quand même. Elle a continué à bien évoluer. On a voulu la mettre péros et on a gardé uniquement le cotrimoxazole. Malheureusement, elle a développé une anémie hémolytique, donc on a dû rechanger des classes d'antibiotiques. La mettre sous quinolone n'était pas envisageable parce que c'est une contre-indication avec sa myasthénie. Lui proposer un traitement par linezolide au long cours, étant donné qu'il faut des hautes, suffisamment hautes pour arriver dans des bonnes concentrations cérébrales et au long cours, il y avait trop de toxicité. Donc, on a repassé avec de la ceftriaxone pour laquelle elle a un traitement en hospitalisation à domicile via une pipeline actuellement. Et l'évolution est tout à fait favorable, comme vous avez pu le voir. Pour conclure, c'est important de retenir que c'est une infection rare mais sévère, qu'il faut y penser en cas d'atteinte pulmonaire ou cérébrale chez les patients immunodéprimés, qu'il faut toujours y mettre en collaboration avec le laboratoire afin de pouvoir avoir un diagnostic rapide, en tout cas peut-être au mal d'Itoff, et puis voilà, pousser un peu les investigations selon ce qu'on trouve, puisque ça nécessite une antibiothérapie longue qu'on doit effectivement pouvoir proposer aux patients pendant au moins
plusieurs mois et garder à l'esprit que le Bactrim, ça fait partie du traitement standard et que ça reste la pierre angulaire du traitement et que quand on est face à des nocardies de l'Asbestos sinica, c'est important d'avoir de bons tests pour savoir si on peut oui ou non donner des bêta-lactames. Je vous remercie pour votre attention et je repasse la parole à Salomé. Je vous remercie également pour votre attention. Si vous avez des questions, on est là. Peut-être on peut enlever le diaporama comme ça on voit s'il y a quelqu'un qui lève le pas. Apparemment, il n'y a pas de questions. Ah, Delphine, elle a levé la main. Oui, on t'écoute. Moi, j'ai une question parce qu'elle revient souvent. Je pense que je connais la réponse, donc je la pose pour ceux qui se la poseraient aussi. Est-ce qu'il y a des mesures de biosécurité particulières à mettre en œuvre au niveau du laboratoire quand on manipule ces souches? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Non, parce que c'est des critères. Oui, c'est dans l'environnement. Donc après, les mesures de sécurité normales vis-à-vis d'une souche positive au laboratoire, mais pas de plus, vu que ça touche principalement les immunodéprimés, je dirais. Allô? Je confirme. Delphine, je confirme, il n'y a rien de particulier à faire. C'est comme des corinéformes branchés qu'on trouve dans l'environnement. Donc, il n'y a pas de règles particulières à part les bonnes pratiques du labo habituel. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, on va passer à la présentation suivante. Un grand merci à Salomé et au docteur Eva Larananga. Alors, nous allons passer à la présentation suivante avec un sujet sur des encéphalites auto-immunes.